Bonjour Virginie. Je te remercie d'être parmi nous pour cette interview d'Exafleu, les examinateurs itinérants. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous parler un peu de ton parcours d'enseignant du français langue étrangère, sans oublier bien sûr une attention particulière sur ce qui t'a amené à devenir examinatrice. Alors, bonjour Samuel, merci de m'inviter pour ce podcast. Alors, mon parcours, je ne sais pas s'il est peut-être un petit peu atypique. J'ai fait une reconversion professionnelle. Et lorsque j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'ai donc entamé un master de FLE à distance en parallèle où j'accompagnais des élèves en situation de handicap dans un collège. Et à la suite de ça, j'ai commencé à travailler à l'étranger dans le milieu de l'enseignement pour un public de très jeunes enfants en crèche maternelle et dans des centres privés de cours de FLE. Donc ça a été ma première véritablement expérience dans le milieu de l'enseignement et du FLE dans le secteur privé. Et ensuite, quand je suis revenue en France, j'ai fait du FLE, plutôt du FLI, en étant formatrice pour différents types de dispositifs. Et ça m'a amenée à l'évaluation. Donc l'évaluation en étant examinatrice correctrice de différents types d'épreuves, TCF, DELF, DCL. Et j'ai été donc amenée, après avoir été formatrice, à occuper notamment un poste d'évaluatrice à temps plein. Et en parallèle de faire des examinations pour les candidats. D'accord. Et, euh, et pourquoi tu t'es un peu penché sur ce côté, cet aspect de l'enseignement qui est l'examination? Alors, au niveau de la formation, universitaire, on n'est pas très armé, je trouve, sur l'évaluation, l'examination, ça reste un petit peu en surface. Et lorsque j'ai été formatrice, je faisais des évaluations diagnostiques, formatives, sommatives et notamment, surtout pour un public OFI en fin de parcours où je devais faire des évaluations qui demandaient une rigueur et finalement j'ai trouvé que c'était un métier à part entière et j'avais peut-être pas toutes les armes pour faire ces évaluations et je me suis dit j'ai besoin de me professionnaliser vraiment dans ça. Et j'ai décidé de suivre des formations pour être habilitée dans les différents TCF, DELF et DCL pour pouvoir conduire l'évaluation au sein d'un groupe d'apprenants dans le cadre d'une formation parce que ça a toute son importance, c'est complémentaire pour moi de la formation. Et aussi, en fin de parcours pour déterminer les niveaux acquis ou moins acquis des candidats ou des apprenants. D'accord, bah c'est super intéressant parce que d'ailleurs, je pense que ça va intéresser ceux et celles qui nous écoutent. J'ai l'impression que tu as vraiment eu un poste en tant qu'évaluatrice à part entière Oui, qui diffère, du DELF, DALF, TCF, DCL, les examens totalement. qu'on connaît un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce Oui, métier d'évaluatrice? oui. Alors, donc j'étais évaluatrice chargée de permanence linguistique. Ça signifie que j'accueillais des bénéficiaires qui étaient envoyés par des structures socio-professionnelles, des associations ou des personnes qui découvraient notre dispositif d'eux-mêmes sur Internet, qui se présentaient à ces rendez-vous d'évaluation. Et donc nous faisions les évaluations orales et écrites
par niveau. C'était voilà, des évaluations qui prenaient de 1 heure à 1 heure et demie. Et ensuite, je faisais une fiche de synthèse en proposant des parcours de formation qui étaient vraiment personnalisés à la personne que j'avais en face de moi. Donc les propositions, donc ça c'était simplement des propositions, c'était par rapport au profil de la personne, à son niveau, à ses objectifs. Est-ce que c'était des cours de FLE ou des cours de FLE à visée professionnelle, ses moyens financiers, son emploi du temps. Donc c'était vraiment sur mesure, sa mobilité. Et ensuite, la personne décidait ou non de prendre en main ses propositions et de s'inscrire dans les centres de formation. Je pouvais aussi prendre l'initiative de proposer son profil avec les évaluations qui avaient été faites avec moi aux structures directement. Et si ça correspondait en termes de place, et de profil, la structure pouvait contacter directement le bénéficiaire pour l'intégrer dans son parcours de formation, ce qui permettait un accompagnement vraiment jusqu'au bout. Et parfois, les bénéficiaires peuvent rencontrer des difficultés pour faire la démarche de contacter ou d'aller de l'avant pour chercher ces formations. On pouvait être un biais non négligeable pour créer une dynamique dans l'autre sens. D'accord. Ok, bah, c'est super intéressant. Et qui était ton employeur du coup? Ou qui est toujours ton employeur? Alors, c'était mon employeur précédent, c'était une association, je ne sais pas si qui s'appelle le CEFIL. Et en fait, donc le projet s'appelle Réseau Eiffel. Et c'est donc voilà, un projet qui est implanté sur différents arrondissements de Paris qui sont en quartier politique de la ville. Et 3 associations donc se partagent la responsabilité d'avoir des évaluatrices qui évaluent les bénéficiaires. Et tout ça, c'est chapeauté par la ville de Paris. Euh, et l'ensemble financé par un fonds européen euh, et aussi en partie par la ville de Paris. Et d'autres D'ac- acteurs, France Travail. D'accord, oui, qui est précédemment Pôle emploi, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Ok, super, mais merci beaucoup. Et du coup, ce poste d'évaluatrice, c'était avant ou après que tu commences à t'habiliter aux différents types d'examens que l'on connaît un peu plus, comme DELF, DALF, TCF, Mhm. C'était ou après. c'était avant? C'était après. Parce que c'est mieux d'avoir dans son bagage ces habilitations déjà en poche pour pouvoir occuper ce type de poste qui est assez unique, qui n'existe nulle part ailleurs. Et du coup, j'étais déjà habilitée pour le TCF et pour le DELF parce que dans justement le cadre de mon expérience en tant que formatrice, je sentais qu'il me manquait un quelque chose pour être vraiment optimale dans le fait de dispenser des cours. Parce que les cours, pour moi, c'était pas juste la formation, mais c'était aussi l'évaluation. Et c'est aussi un métier à part entière. Et du coup, je me suis habilitée à ces, notamment pour le TCF et pour le DELF. Et puis, j'ai eu l'opportunité, au cours de ce poste d'évaluatrice à Réseau Eiffel, d'être habilitée pour de DCL, FP et FLE, euh, puisque voilà, tout était encouragé pour pouvoir toucher un petit peu à tout type d'évaluation. D'accord. Ben, justement, du coup, étant donné que ben, tu as pas mal d'habilitations, donc il me semble que tu as TCF, tu m'arrêtes si je me trompe, DELF, DALF, DILF. Alors non, j'ai le TCF, le DELF et le DCL, FP et FLE. D'accord. Et parmi ces habilitations, est-ce que tu trouves que c'est
utile, que ça t'offre plus d'opportunités de travail. Est-ce que tu penses que c'est une force d'avoir voilà, cette habilitation plus la casquette d'enseignante? Oui, oui, oui. Pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. Et ça permet aussi d'avoir une approche différente de la formation dans la construction de son cours en envisageant l'évaluation dedans. Comment j'évalue, même au niveau de l'évaluation formative, euh, pour permettre de faire apprendre des choses pendant cette évaluation. Et puis aussi la posture et le cadre, en fait. Parce qu'on peut au début, justement, quand on n'est pas habilité, ben, on tâtonne, on expérimente, on fait par rapport à ce qu'on imagine ou ce que soi-même on a connu en étant apprenant. Mais en ayant un cadre, en ayant suivi ces habilitations, bah, ça m'a permis de voir autre chose. Par exemple, s'assurer du respect du temps, enfin, créer une forme d'équité pour s'assurer que tout le monde ait les mêmes chances et soit évalué de la même manière. Et qu'il n'y ait pas un désavantage ou un avantage et qu'on est, on est sur les mêmes bases. Et je trouve que oui, effectivement, c'est complémentaire à la formation. Oui. D'accord, super, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais, par hasard, une anecdote ou une histoire drôle à nous raconter dans tes interventions d'examinatrice? Une histoire drôle, j'en ai pas forcément, mais je pense notamment à un événement qui pouvait être un petit peu perturbant quand j'avais commencé en tant qu'examinatrice. On pose des questions qui peuvent être très personnelles ou très ouvertes. Et j'ai eu un candidat une fois qui devait se présenter et qui était troublé et qui a commencé à aborder des sujets difficiles de sa vie privée et qui donc a commencé à se mettre à pleurer, à avoir la voix chevrotante lors de la passation de l'épreuve et de l'enregistrement. Et donc, je me suis dit, bon, là, on touche à quelque chose de... On est dans du personnel et du professionnel. Il faut réussir à recadrer l'entretien parce que l'objectif, c'est l'évaluation. Mais il faut faire preuve de psychologie pour réorienter le candidat dans l'épreuve sans le faire se sentir euh, qu'on passe, enfin, qu'on refuse d'entendre ce qu'il a à dire. Donc c'est ce jeu de j'entends, je tente de recadrer tout avec un petit peu de l'empathie, mais voilà, qu'il ne se sente pas froissé ou vexé ou frustré, mais qu'il puisse aussi lui-même, grâce à mon accompagnement, se rediriger vers le cadre de l'évaluation. Et je me suis dit, bah ça c'est un challenge parce que ça peut effectivement, il peut y avoir ces petits moments de, pas de dérapage, mais ce côté un petit peu moins robotique, où on se dit, bah voilà, il peut y avoir des moments inattendus. Oui, bien sûr. Ouais, en effet, c'est assez particulier quand on tombe sur des candidats qui nous transmettent beaucoup d'émotions. Une personne émotive, d'ailleurs trop émotive, je pense que c'est compliqué à gérer. Je sais pas ce que tu en Mm, penses, mm. mais Oui, oui, parce qu'on est toujours sur le fil cette dualité. On doit rester dans le cadre professionnel, mais on est un humain qui reçoit parfois une détresse de l'autre personne en face. On sort du cadre justement rigide de comment doit se conduire une examination. Et donc voilà, il faut trouver le juste milieu pour
conserver l'attention du candidat et puis aussi le fait qu'il se sente bien dans le cadre de l'examination. Bien sûr. Euh, alors, une question très importante qu'on n'a pas abordée. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ah bah alors justement, je suis en plein dans le secteur de l'examination. Donc en ce moment, je suis donc chargée de programme au sein de France Éducation Internationale et je travaille pour le service du TCF. Donc je ne suis finalement plus en contact avec ce qui touche aux candidats, aux apprenants, mais je suis davantage en contact avec les centres de langue qui peuvent avoir des questions diverses par rapport à leur habilitation, mais c'est surtout en fait la réception et la gestion des demandes d'agrément pour être un centre habilité à faire passer le TCF ou les demandes de renouvellement. Et ensuite, toute la gestion administrative des conventions. euh, Malheureusement pour les centres de langue candidats qui ne correspondent pas à certains critères, les refus. Et puis toute cette gestion, la côté aussi communication du TCF, la révision des manuels, voilà, toutes sortes de tâches qui tournent autour du TCF. D'accord. Bah, du coup, ça doit être très intéressant, mais tu gères quand même un peu de l'humain Oui, plus des personnes morales, entre guillemets. voilà, c'est ça. Mais je n'oublie pas l'examination correction à côté parce que finalement, je parviens quand j'ai la possibilité de pouvoir continuer en parallèle. Et j'en suis très heureuse parce que j'ai besoin de garder ce contact aussi privilégié parce que ça fait partie malgré tout de mon cœur de formation et de mon cœur de métier d'être en contact avec le public apprenant candidat. Donc ça me permet de pouvoir avoir un panel large entre les centres de langue avec mon emploi à France Éducation Internationale et puis mes interventions en tant qu'examinatrice correctrice avec les candidats. Donc Hmm. c'est gagnant-gagnant. D'accord, super. Euh, Est-ce que tu aurais par hasard un projet dans le monde du FLE, que ce soit dans l'évaluation, formation ou autre, que tu aimerais partager avec nous? Un projet, oui. Alors j'aimerais être impliquée davantage dans ce qui est la création pédagogique et la formation de formateurs, formatrices ou d'intervenants divers dans le milieu de la formation et d'examination. Euh, Développer des projets pédagogiques, linguistiques, avoir une empreinte qui serait du coup évolutive par rapport à mon parcours actuel, d'être d'être force de proposition de projets d'envergure et de pouvoir les mettre en place. Et ça pourrait rassembler justement un petit peu tout l'éventail auquel je touche, que ce soit du coup le contenu de cours, la formation des intervenants, la formation de l'examination, euh, et puis toucher jusqu'à évidemment les recherches de subventions. Enfin voilà, quelque chose de très large, de subventions, de partenariats avec d'autres centres de langue, enfin voilà, quelque chose qui puisse être, qui puisse chapeauter plusieurs disciplines. Ça pourrait être un tout en un, qui serait un projet qui m'intéresserait. Mhm, ok, super. Bah écoute, merci. Euh, j'ai une petite question qui va peut-être intéresser les jeunes enseignants qui nous regardent. Est-ce que
tu as euh, un conseil, des suggestions, des petits tips à donner à des enseignants qui aimeraient commencer dans le monde du FLE ou dans le monde de l'évaluation. Alors, dans le monde du FLE, de la formation, euh, je pense que il faut savoir faire preuve, bon évidemment numéro un, c'est de bienveillance par rapport au public, ou à différents publics, mais parfois à certains publics plus particulièrement, qui peuvent être en situation de fragilité. Donc d'être bienveillant, de croire en ses capacités, parce que parfois c'est pas toujours évident quand on débute d'être... on a... Enfin, jusqu'à devenir formateur ou formatrice, on a là une place d'apprenant, d'élève, d'étudiant, et de se retrouver de l'autre côté et d'endosser cette responsabilité de formateur-formatrice, il peut y avoir un côté un petit peu impressionnant d'être face à 15 ou 20, ça dépend d'effectifs de la classe, inconnus, euh, et, euh, et d'être ouvert à la culture des autres, parce que c'est un échange, de savoir se remettre en question, de savoir aussi faire attention à certaines idées ou à certains mots qui peuvent avoir une connotation, euh, tout en respectant le parcours de formation avec, bon, je pense notamment au cours de l'OFI, avec des principes de la vie républicaine qui a besoin d'être enseignés, et la vie citoyenne en général. Mais voilà, faire attention parce qu'il peut y avoir des moments délicats, d'incompréhension culturelle, sociale. Donc savoir gérer ces moments-là. Et, alors un petit tips, alors je sais pas si c'est un petit tips parce qu'il y a un petit peu les défenseurs d'un camp et de l'autre, mais je pense qu'en tant que formatrice ou formateur, il reste important de s'adresser au public qu'on a en face de soi en les vous voyant. Parce que j'ai pu voir, euh, pas forcément que des jeunes collègues, hein, le tutoiement qui peut créer effectivement une proximité parce qu'on est dans le cadre de la classe, mais en même temps ce ne sont pas des enfants, et pour moi ça ne les aide pas à s'intégrer dans la société, et ça va créer des freins. Parce qu'ils vont, s'ils utilisent le tutoiement avec des services institutionnels, euh, la CAF, France Travail, quelqu'un dans la rue, n'importe, euh, bah, il risque certainement d'avoir euh, une sorte de conflit potentiel relationnel. Et Hmm. pour moi, c'est pas aidant d'utiliser le tutoiement, même si ça rapproche dans le cadre de la classe, mais ça ne véhicule pas un concept sociétal pour qu'il soit justement bien armé dans la vie. Et au niveau de l'examination, je dirais que il faut pas hésiter à... ça peut être un petit peu rébarbatif et contraignant de relire ses notes, relire les manuels de formation ou ses cours, mais c'est important parce que on peut vite oublier des choses. Alors après, on les met en pratique, mais de prendre le temps de relire après X passations, ben, ça permet de compléter des choses acquises et de ne pas en oublier ou de ne pas altérer, parce que parfois soi-même on peut se mettre à dévier quelque chose qui était acquis, d'un seul coup on le fait plus et on prend une mauvaise habitude. Donc de reprendre des éléments
et de s'assurer de l'équité. Ça, je pense que c'est le point clé, de s'assurer de l'équité de passation pour tous les candidats. Parfois, quand on est débutant, ou peut-être pas forcément débutant, mais on peut vouloir être gentil, généreux, notamment peut-être par rapport au temps ou par rapport à d'autres éléments. Et, et au final, ça va... Ou parce qu'on a... il peut y avoir différents... Il faut faire aussi attention aux biais. Et ben on va favoriser quelqu'un et du coup, ça va défavoriser tous les autres. Et pour moi, ce serait la chose la plus importante de voilà, c'est assurer un cadre. On sent l'évaluatrice qui parle là. Ok, super. Bah, du coup, maintenant, du point de vue des candidats, est-ce que tu aurais des tips à leur partager? Les candidats, il faut, je pense, l'aspect numéro un, c'est la préparation aux épreuves. Ça, c'est primordial. Se préparer psychologiquement à la méthodologie, parce que chaque épreuve a une méthodologie différente. S'entraîner pour pouvoir se sentir plus confiant. Euh, ne pas hésiter à voir toutes les ressources qui peuvent exister sur Internet, ça manque pas. Et aussi à l'extérieur, hein, sur les supports, les manuels. Et, euh, et je dirais de ne peut-être pas bachoter et réviser la veille, mais de prendre le temps de décompresser, passer une bonne nuit de sommeil et de se lancer après le lendemain dans ces épreuves pour peut-être pas construire un stress graduel. Mais bon, après, chacun est différent, donc parfois, continuer à réviser jusqu'à la dernière minute, ça peut aider, mais voilà, il faut savoir qu'en termes de préparation, on peut emmagasiner une certaine quantité d'informations, mais il faut savoir, et puis c'est surtout pendant le sommeil, où le cerveau travaille et intègre véritablement en profondeur ce qu'on a appris. Euh, donc, ne pas saturer sa capacité et s'accorder du temps et aussi prévoir un échelonnage de révision et puis entraîner sa mémoire éventuellement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'est très précieux, je pense, pour les candidats qui nous écouteront. Euh, alors, on va terminer sur ça. Est-ce que je sais que tu as un profil sur le site exafle.com. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile dans le monde du FLE? Oui, je trouve que c'est une excellente initiative qui permet de créer un lien direct entre des centres de passation qui recherchent des professionnels et, et les professionnels qui peuvent répondre ou rechercher des centres de passation. C'est capital parce que avant ça n'existait pas et en fait c'était au petit bonheur la chance. On pose sa candidature soit parce qu'on répond à une offre, soit spontanément. Et puis parfois c'est difficile aussi de savoir qui fait quoi, qui est centre de passation, qui ne l'est pas, et qui, quand on est centre de passation, quel type d'examination est passé. Donc ça permet de rassembler, de synthétiser tout. Euh, qui souhaite faire passer, qui a besoin de faire passer, et puis les différentes habilitations. Donc c'est quelque chose de fondamental, oui. Voilà, super, merci pour ce retour. Pour terminer l'interview,
aimerais-tu euh, partager un dicton, un proverbe, un, un mot de fin ou ajouter quelque chose par rapport à l'interview qui n'a pas été abordée? L'expression que oui, l'expression que j'aime bien, c'est quand on veut, on peut. Et pour moi, c'est vraiment un leitmotiv pour se motiver, pour se dire qu'on soit apprenant, qu'on soit candidat ou qu'on soit étudiant pour travailler dans le secteur du FLE ou autre. Si on a ce désir, cette volonté d'arriver quelque part, eh ben on peut se donner tous les moyens pour essayer d'y arriver. En tout cas, de mettre toutes les chances de son côté pour tenter d'y arriver. Il peut y avoir des freins, mais parfois on peut être son propre frein en premier pour s'empêcher de faire quelque chose ou progresser un petit peu moins vite ou de manière moins assurée. Et je pense que voilà, de s'écouter, de savoir où on veut aller, c'est un magnifique moteur pour y arriver. Hum, Super, bah écoute, merci beaucoup. Un grand merci à toi Merci pour, à toi. pour ta présence, ton partage d'expérience, tes impressions et ton énergie. Et, euh, et je te souhaite une très bonne continuation dans le monde du flux et de l'évaluation. Et je pense que tu es bien parti. Merci beaucoup. Merci à toi, Virginie. Merci.